La Chine a besoin de stabilité. Les États-Unis, en revanche, pourraient vraiment, comme un vieux soulard dans un bar qui réclame encore un verre gratuit, renverser les tables et semer le désordre dans le pub, à l'échelle mondiale. Les autres clients voudraient simplement boire un verre et discuter de la manière dont ils peuvent poursuivre leur chemin. Peut-on provoquer la Chine, comme le dit le professeur Mearsheimer? Oui, c'est possible. Et la Chine peut-elle riposter? Oui, elle le peut. Mais la Chine est-elle là pour déraciner systématiquement l'Europe et les États-Unis? Je ne suis absolument pas d'accord. Je ne le pense pas, du moins pas de notre vivant ni dans un autre. Vous savez, on parle de ce piège et toutes ces choses font de bons slogans et titres pour les groupes de réflexion et les articles qui circulent. La Chine a besoin de continuité dans le commerce. China needs continuity in commerce. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies, et aujourd'hui je m'entretiens avec Ali Borhani, stratège géopolitique et co-animateur du podcast Berry Dialogue, dans lequel il échange avec des experts, des décideurs et des universitaires sur tout ce qui concerne la géopolitique, et en particulier sur l'initiative La Ceinture et la route de la Chine. En fait, Ali observe la Chine de très près et a inclus ses découvertes dans un rapport qu'il a intitulé « L'essor des multinationales chinoises ». Ses analyses sont axées sur le monde des affaires et pertinentes pour celui-ci. C'est donc cet aspect commercial que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Ali, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous, Pascal. Eh bien, merci beaucoup d'être venu en ligne. Vous m'avez déjà invité sur votre podcast et vous m'avez posé des questions qui m'ont permis d'expliquer mes points de vue avec plaisir. Je mettrai également un lien vers cette discussion dans la description ici. Mais aujourd'hui, j'aimerais avoir l'occasion de me concentrer sur vous et sur votre vision de la géopolitique, et en particulier sur la Chine. Pourriez-vous, tout d'abord, nous donner votre évaluation macro-globale de la situation en 2025? Eh bien, c'est un plaisir d'être avec vous. Je pense que nous vivons une époque intéressante. Il est donc peut-être approprié de commencer par une citation, pas d'Ali, mais laissez-moi la lire pour vous et votre public. Les Chinois ont réussi à préserver leur empire pendant 4000 ans. Il y a bien longtemps, ils possédaient déjà des inventions que les Européens croyaient fièrement avoir découvertes, à savoir l'imprimerie, la poudre à canon, la boussole, le tissage de l'acier, le système décimal et tant d'autres choses. Les Chinois ont des classiques anciens remplis d'une profonde sagesse et d'intuition philosophique, bien supérieure à celle de notre antiquité classique. Et contrairement aux Européens, ils ont eu la sagesse d'appliquer ces idées anciennes à la pratique concrète du gouvernement, ce qui montre à quel point ils sont intelligents. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils ont des hôpitaux pour les orphelins, les personnes âgées et les malades. Ils ont des bureaux d'aide sociale où l'on fournit de la nourriture aux indigents et des médicaments aux malades. Le long des routes, et j'y reviendrai, car nous vivons à l'époque de l'initiative La Ceinture et la route, ils offrent des abris à l'usage gratuit des voyageurs. Comment oser dire qu'une nation faisant preuve d'un tel éclaircissement, d'une telle générosité et d'une telle sagesse est en quelque manière inférieure à nous, Européens? Voilà ce que disait le père Gabet, un missionnaire français en Chine en 1845, Pascal. La raison pour laquelle je lis cette citation est intéressante, car nous vivons à l'époque de l'étiquetage. À l'échelle macro, la dernière évaluation entre les deux superpuissances concernait les propos de J.D. Vance sur les paysans et l'achat auprès des paysans. Nous sommes donc au cœur de la transition d'un ordre mondial unipolaire vers, je dirais, un ordre multipolaire, mais avec une présence significative d'architectes,
d'acteurs et de prétendants bipolaires. À l'échelle macro, je pense que le défi aujourd'hui, que l'on se trouve dans le sud global ou parmi la majorité mondiale, que l'on soit aujourd'hui à Ottawa avec Mark Carney, à Copenhague, à Mexico ou d'ailleurs n'importe où dans le monde ou à Pékin, la question clé est la suivante. Que vont faire les États-Unis et quelle posture vont-ils adopter? Et cela envoie divers messages au capital, au marché, à tous les décideurs. Je pense que nous devons examiner cela dans le contexte de cette rivalité et de la montée des tensions en Europe. Par instrumentalisation, je parle de l'instrumentalisation du dollar et des sanctions, de l'instrumentalisation des tarifs douaniers en ce moment et des flux commerciaux. La question clé est la suivante. Quelle sera la prochaine étape? S'agira-t-il d'une instrumentalisation des marchés de capitaux, des investissements directs étrangers et des flux de capitaux? Fait intéressant, à l'échelle macroéconomique, puisque vous me l'avez demandé, il semble que le monde change également de posture. Et je ne parle pas de l'hémisphère occidental, je parle du sud global et de la majorité. Dans le dernier sondage Ipsos, 48% des personnes interrogées dans le monde entier pour la toute première fois ont déclaré penser que la Chine a un impact positif sur le monde, tandis que les États-Unis sont à 46%. C'est la première fois que dans un sondage mondial, la majorité estime que l'attitude de la Chine est plus positive que celle du pays en place, à savoir les États-Unis, au cours des 50 dernières années. Et pour rester sur cet aspect de perception globale, Pascal, je pense qu'une partie de cela tient aussi à ce que les gens voient, entendent et à la tangibilité de ce qu'ils peuvent toucher et ressentir. Vous savez, les États-Unis ont lancé l'initiative Build Back a Better World et l'Europe, le Global Gateway. Et malgré le fait que certaines des initiatives de la BRI 1.0 aient eu leurs propres handicaps et défis, il existe toujours une ligne de chemin de fer entre Mombasa et Nairobi, et les gens peuvent la voir et la toucher. 1,5 billion a été investi dans les infrastructures dures à travers le monde, et les populations du Sud global et de la majorité mondiale bénéficient de ces investissements. Pendant ce temps, seulement 50 milliards ont été alloués à l'initiative Build Back a Better World, tandis qu'environ 300 milliards ont été transférés à l'Ukraine. Ainsi, dans la perspective macro du monde, les gens perçoivent les choses différemment. Et je pense que c'est une tendance, Pascal, à mon avis. C'est bien sûr très intéressant, parce que vous savez, la BRI, l'initiative La ceinture et la route, est le slogan de la Chine pour ses investissements étrangers, n'est-ce pas? Ces investissements étrangers stratégiques. Et cela aux États-Unis et en Europe a souvent été présenté comme agressif et prédateur, cherchant à exploiter la dépendance des pays pauvres à l'argent chinois. Je trouve assez incroyable la façon dont cela a été transformé en quelque chose de très négatif. Pourriez-vous peut-être me rappeler, quand la Chine a-t-elle lancé la BRI et comment cela s'est-il développé stratégiquement? Et pourquoi la présente-t-il comme l'initiative La ceinture et la route, ce facteur de connectivité dans leurs investissements? Bien sûr, l'annonce officielle de l'initiative La ceinture et la route a eu lieu en 2013 et il s'agissait d'une annonce et d'une initiative clé, centrale, du président Xi. Mais la Chine s'y préparait bien avant cela. Une grande partie de cette démarche reposait sur la prévoyance et la prise de conscience, la planification à long terme, qu'ils faisaient face à des problèmes démographiques et qu'ils devaient exporter leurs capacités excédentaires, leurs compétences supplémentaires et leurs normes vers les marchés mondiaux. La Chine reste un pays dépendant pour nombre de ses besoins, qu'il s'agisse de produits agroalimentaires, de sécurité alimentaire ou d'énergie. En même temps, la Chine a compris qu'en améliorant ses capacités, ses compétences et ses normes, elle devait s'ouvrir vers l'extérieur.
Cette sortie était une décision consciente de la Chine. Et aujourd'hui, Pascal, si l'on regarde l'initiative La ceinture et la route, que tu as justement mentionnée comme ayant été présentée de manière très prédatrice. D'ailleurs, sur Beery Dialogue, nous avons reçu des invités de la Stern School of Business de NYU aux États-Unis, ainsi que des experts qui ont clairement affirmé que la dette colossale du Sud global envers le FMI et la Banque mondiale est bien plus importante que ce qu'ils doivent à la Chine. Et la restructuration de cette dette est souvent bien plus facile avec les Chinois, à bien des égards, qu'avec, je dirais, les institutions traditionnelles. Mais la réalité, c'est qu'à la fin de la journée, la Chine a maîtrisé certains secteurs et certaines industries, et ses capacités et compétences ont atteint leurs limites et leurs plafonds sur le territoire national. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans notre conversation. J'espère que nous aurons l'occasion de parler des énergies renouvelables et de la direction que prend la Chine dans ce domaine. Mais aujourd'hui, la Chine installe un port au Pérou, augmente ses investissements dans les infrastructures en Amérique latine et construit probablement une usine BYD en Turquie. Donc une partie de tout cela répond aussi à une demande du Sud global, avec une technologie, de l'innovation et un niveau de prix que la Chine est capable d'atteindre. Ainsi, l'amélioration de la qualité, l'accessibilité des prix et les besoins du Sud global ont convergé grâce à cette initiative Belt and Road. Il faut être deux pour danser le tango. Ce n'est pas quelque chose que la Chine impose de force. Routes, autoroutes, barrages, hôpitaux, à ces nations. Ces pays ont besoin de ces infrastructures. Je plaisantais lors d'une conférence à Montréal en juin dernier et mon collègue du panel a dit « Oh, mais vous savez, les États-Unis ont toujours la domination culturelle. » Et j'ai dit, oui, vous pouvez toujours faire venir Taylor Swift ou, je ne sais pas, Beyoncé, mais il leur faut un stade pour organiser ce concert. Les Chinois apporteront le stade, vous amenez Beyoncé. Donc je pense que le déficit en infrastructure s'est présenté comme une formidable opportunité pour la Chine de promouvoir la Bay Area et de répondre à ce besoin. Voilà, en résumé, et j'espère avoir pu répondre à votre question. Et d'ailleurs, pour donner un point de comparaison, le Global Gateway a mobilisé environ 280 à 300 milliards d'euros déployés par l'ensemble de l'Union européenne pour contrer l'initiative La ceinture et la route. La BRI a représenté jusqu'à présent environ $1,5 billion de dollars. Et ce chiffre continue d'augmenter, tandis que l'initiative américaine Build Back Better World, selon nos recherches, se situe pour l'instant entre 50 et 60 milliards de dollars. It's really Sheila Weber. Je veux dire, en résumé, la stratégie de la Chine en ce moment semble être un investissement massif dans les infrastructures mondiales, n'est-ce pas? Fournir, ou appelons-les ainsi, aux pays du Sud global ce dont ils ont besoin, afin de se connecter également à la Chine dans cette nouvelle route commerciale moderne. Donc, en un sens, c'est la Belt and Road, pas seulement des routes physiques, mais aussi tout le reste nécessaire pour que tous les corridors fonctionnent et que les voies de communication maritime soient opérationnelles. Vous avez rédigé ce rapport spécial sur la Chine et vous l'articulez aussi autour des multinationales. Ce qui m'intrigue ici, c'est le rôle de l'économie privée chinoise, qui est évidemment censée bénéficier de cette infrastructure mondiale que l'État chinois est en train de construire. Pourriez-vous en parler un peu et dire à quoi on peut s'attendre? Dans quelle mesure cette infrastructure sera ouverte à d'autres qui pourraient aussi vouloir l'utiliser? Bien sûr. Il s'agit d'un rapport en cours d'élaboration et je dois préciser qu'il a été coécrit par moi-même et mon partenaire dans cette initiative, Nenad Pasek, qui est un économiste de renom et qui a longtemps été vice-président de l'Economist Intelligence Unit et qui dirige aujourd'hui sa propre société.
Nous avons mis près d'un an et demi à étudier et à analyser en profondeur l'essor des multinationales chinoises. Et vous savez, c'est important. Je dis toujours que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. L'ascension de la Chine au cours des 50 dernières années est tout simplement remarquable. C'est massif, quel que soit le contexte, avec 400 millions de personnes et plus encore sorties de la pauvreté. Nous devions donc comprendre comment la Chine en est arrivée là. D'où vient ce financement? Et la Chine est-elle sur le point, vous savez, d'imploser à cause de la dette immobilière? Et, vous savez, tous ces slogans. Pour comprendre d'où vient cet élan, au Moyen-Orient, il y a une expression. Quand on a de la fièvre, il ne faut pas aller chez le médecin, mais voir un ami qui a eu la fièvre, et il vous dira à quoi vous attendre et ce que vous allez traverser. Vous serez donc intéressé d'apprendre que nous avons interviewé 30 PDG et directeurs, des responsables de multinationales, des multinationales occidentales, et nous les avons mis à l'épreuve. À quoi sont-ils confrontés? Comment rivalisent-ils avec la Chine? Et je dois vous dire qu'il était très difficile d'en entendre un seul affirmer qu'aujourd'hui, les Chinois ne peuvent pas rivaliser avec eux sur la qualité ou sur le prix. Ce qui est fascinant. Et il s'agit de multinationales de tout premier plan. Ils ont dit qu'ils pensent que les Chinois ne peuvent pas rivaliser avec eux, qu'ils leur sont largement supérieurs. Il n'y a aucun moyen pour eux de ne pas pouvoir rivaliser avec eux. Ils peuvent donc les battre sur les prix et même gravir les échelons de la qualité. Les Chinois le peuvent. Absolument. Absolument. Et c'est fascinant quand on écoute cela, car cela envoie essentiellement le message que, dans n'importe quelle catégorie, et ces 30 entretiens pour ton information, Pascal, concernent tous des secteurs différents. Tu sais, de la santé, des équipements industriels, de l'automobile, de la mode, de la sécurité, des métaux rares, des minéraux, de l'extraction minière. C'est stupéfiant de constater que dans presque aucun de ces secteurs, aucun des dirigeants de ces grandes entreprises établies n'a pu dire « non, ils ne représentent pas un défi pour nous ». Oh non, nous pouvons, sans aucun doute. Et ceux qui ont dit cela, non, ils n'ont pas encore comblé l'écart. On dit qu'ils n'avaient tout simplement pas décidé de le combler. Cela ne signifie pas que c'est une décision consciente. Nous savons qu'ils sont là. Vous savez, on sent leur souffle dans notre nuque. Et une partie de cela, à mon avis, est aussi intéressante à observer, car c'est très intéressant. Encore une fois, pour revenir aux conversations et à la perspective macro de ce que J.D. Vance a dit. Et 3 des présidents de la Chine ont tous été ingénieurs. Jiang Zemin était ingénieur électricien, Hu Jintao est ingénieur en hydroélectricité et Xi Jinping est ingénieur chimiste. Et quand on y regarde de près, c'est très révélateur à mon avis. Alors que, vous savez, ce pivot et ce regard porté sur la paysannerie, Jimmy Carter était lui-même un paysan et un agriculteur, un cultivateur d'arachides. Ensuite, vous avez Bill Clinton, un avocat, Barack Obama, un avocat, Joe Biden, un avocat, et oui, Ronald Reagan et Donald Trump également. Donc la vision de l'ingénierie, ainsi que des modèles économiques et de concurrence, est très intéressante à observer. Quel est l'état d'esprit? Maintenant, c'est un sujet pour un anthropologue. Si 3 ingénieurs dirigent consécutivement la 2e plus grande économie du monde, est-ce que cela a eu un impact sur la réflexion et la planification à long terme ou non? Mais le rapport a été très révélateur, à mon avis, pour notre public et pour les personnes qui l'ont acheté et l'ont étudié comme une boussole pour comprendre la direction que prend la Chine. Je pense qu'une partie de cela nous amène également au vecteur et à la manière dont la Chine intègre le Sud global dans la double circulation au niveau national. La Chine constate l'érosion de son accès au marché. Non pas de sa part de marché, mais de son accès au marché, à cause de ses sanctions punitives, de ses tarifs douaniers,
Et vous savez de cette valse du passé, en particulier au cours des 8 à 12 dernières années sous Biden, Trump, et ce qui est une conséquence pour l'Asie depuis l'époque Obama. Donc, la Chine se découple de plusieurs manières, et peut-être qu'elle se recentre aussi sur elle-même, considérant le monde comme son terrain de jeu et ajoutant cela à la consommation intérieure. Mais la Chine est là pour rester. Nos conclusions sont que la réduction des risques et le découplage sont des stratégies que la Chine adopte. Pascal. Les gros titres sur l'immobilier n'étaient pas de nature à bouleverser la situation, car toutes ces dettes sont libellées en renminbi, en yuan, donc il n'y a pas d'exposition extérieure. Et je pense que la Chine est en train de mener une transformation économique stratégique. Il est important, à mon avis, de comprendre cela. Et peut-être devrions-nous parler un peu, si tu veux, de la pertinence de la Chine aujourd'hui dans le monde, dans ce contexte. Je serais tout à fait d'accord pour le faire. Mais avant cela, il y a quelques, je ne veux pas les appeler des mythes, mais plutôt des éléments de langage. L'un d'eux, ces dernières années, a été que le marché immobilier chinois est sur le point de s'effondrer. L'idée d'un endettement massif, d'une prise de risque excessive, et que cela va provoquer, vous savez, une crise du niveau de 2008 à l'échelle chinoise, et que tout va s'écrouler. Or, cela fait des années qu'on attend que cela se produise. Pourquoi ces sujets prennent-ils autant d'ampleur en Occident? Et même lorsqu'ils ne se réalisent pas, ils continuent de planer. Et les gens attendent juste de pouvoir dire, « Vous voyez, on vous l'avait dit. Maintenant, l'une de leurs entreprises de construction a des problèmes. » Je pense qu'il y a deux éléments à considérer ici. Vous savez, une partie de cette capacité supplémentaire qui a été investie dans l'immobilier à l'époque provenait d'importants prêts accordés par les banques locales, les banques d'État et la construction, ce qui a contribué à créer ce mouvement de prospérité. Ensuite, ils ont dépassé les limites et se sont trop endettés. Il y a eu un décret du président Xi selon lequel l'immobilier est destiné au logement et à la vie, pas à la spéculation. Puis le couperet est tombé. Ils n'ont pas dit « vous êtes trop gros pour faire faillite » à des entreprises comme Evergrande, contrairement au modèle que l'on voit parfois dans l'hémisphère occidental. Et je pense qu'aujourd'hui, l'attention s'est déplacée, peut-être de façon surprenante, de sorte que les banques sont encouragées à se concentrer encore davantage sur les prêts industriels. Et vous savez, en se concentrant sur l'IA axée sur l'exportation, la technologie quantique, les véhicules électriques, vous savez, le nombre de constructeurs automobiles qui rivalisent aujourd'hui en Chine dépasse de loin l'ensemble des fabricants européens et américains réunis. Et la Chine adopte une stratégie de détournement commercial tout en se diversifiant à l'échelle mondiale et nationale. Je pense qu'il est important de réaliser qu'aujourd'hui, la Chine exporte 3 fois plus vers les États-Unis que les États-Unis n'exportent vers la Chine. Et en fait, si l'on regarde l'intensité, la signification et l'importance de ce que la Chine envoie aux États-Unis, il ne s'agit pas seulement des Walmart, des Target et des supermarchés américains. Il s'agit d'éléments technologiques très pertinents et significatifs, sans lesquels les États-Unis seraient réellement paralysés. Et nous allons en parler. Je pense que cette fascination pour l'idée que la Chine va s'effondrer est exagérée, comme vous l'avez justement dit. Aujourd'hui, la Chine commerce de plus en plus, à l'heure, avec le reste du monde, que les États-Unis et l'hémisphère occidental. La réalité, c'est qu'au moment où nous parlons, 15 000 entreprises chinoises opèrent aux Émirats arabes unis. 15 000 entreprises chinoises. La Chine développe, avec l'Arabie saoudite, la possibilité de faire avancer les technologies propres. Le patron de Saudi Aramco était en Chine il y a seulement 2 ou 3 semaines pour discuter de l'expansion de la relation.
Voyage en Malaisie du président Xi Jinping. Expansion de Seattle en Hongrie. Regardez les énergies renouvelables en Irak. On ne peut donc pas dire « Oh, parce qu'il y a eu une crise immobilière en Chine, le reste des ponts, au sens métaphorique, que la Chine construit à travers le monde, sera sous-financé et s'effondrera. » Et c'est peut-être une bonne transition aussi, si vous me le permettez, pour parler un peu de la manière dont la Chine contrôle ce que l'avenir nous réserve, tant du point de vue des énergies renouvelables que des terres rares. J'aimerais partager quelques statistiques avec vous et votre public ici que j'ai préparées. La première, c'est que l'extraction des terres rares et des minéraux est un processus de long terme. Vous savez, cette idée selon laquelle nous allons occuper le Groenland et prendre le contrôle du Canada pour ensuite disposer de terres rares est tout simplement puérile à plus d'un titre. Il nous reste environ 1362 jours de présidence Trump. Même s'il occupe le Groenland demain et prend le contrôle du Canada, et même s'il mobilise tous les moyens fédéraux pour mettre en place cette chaîne de valeur, cela reste le résultat d'au moins 8 à 12 ans de maîtrise de l'amont, c'est-à-dire l'extraction minière, le concassage, le broyage des minéraux de terres rares, jusqu'au secteur intermédiaire, qui concerne la séparation des éléments de terres rares, le raffinage, l'alliage et tout cela. Puis viennent les applications en aval, qui se trouvent dans les véhicules électriques, le matériel militaire, les iPhones, les énergies renouvelables, les semi-conducteurs, les lasers, les convertisseurs. Cela me rappelle cette blague. Ce type dit, vous savez, la façon dont les États-Unis essaient de mettre la Chine à l'écart dans cette chaîne de valeur macroéconomique mondiale. C'est non. C'est un peu osé, mais je dois la partager, ça fait rire. Donc, un gars va chez le dentiste et s'allonge sur le fauteuil. Quand le dentiste s'approche avec le masque et s'apprête à commencer à travailler dans sa bouche, le gars attrape les testicules du dentiste et dit « Docteur, on va pas se faire de mal, n'est-ce pas ?» En réalité, ce n'est pas comme si les États-Unis avaient le monopole de l'utilisation des sanctions et ainsi de suite. Cette chaîne de valeur est interconnectée. Si la Chine, demain, applique la même logique et dit « Oh, on ne va plus vous envoyer de terres rares ou d'extraction », alors que nous en extrayons près de 65% et en traitons environ 80%. D'une certaine manière, c'est entre nos mains en ce qui concerne le traitement, etc. Cela va représenter un très grand défi pour les États-Unis. Donc, la pertinence de la Chine est quelque chose que nous ne devrions pas négliger. Désolé, je ne voulais pas vous interrompre. Mais cela signifie-t-il que vous considérez les réactions relativement limitées de la Chine face à la frénésie tarifaire déclenchée par Donald Trump comme étant encore relativement modestes et contenues? Parce que la Chine pourrait riposter bien plus durement, non seulement égaler les tarifs américains, mais même aller au-delà. Et il me semble qu'ils ont effectivement déclaré « Nous allons imposer des restrictions à l'exportation ». Mais ils l'ont fait de manière très mesurée et ciblée, pas de façon générale. Comment interprétez-vous ces mesures? Et quelles seraient les restrictions les plus douloureuses que la Chine, avec ce qu'elle contrôle, pourrait utiliser si elle voulait vraiment nuire aux États-Unis, si c'était l'objectif? Mais je ne pense pas que ce soit l'objectif pour le moment. Ils ne veulent pas nuire aux États-Unis. Non, je pense que la Chine, comme vous l'avez justement dit, est depuis 12 à 16 ans dans une sorte de mode tai chi. Je plaisante toujours en disant que, vous savez, les États-Unis, c'est comme Chuck Norris, ils arrivent, ils donnent des coups de pied et tout ça, alors que la Chine est dans un mode tai chi, elle réfléchit avant d'agir. Donc il y a une réponse mesurée. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen pour les États-Unis de résister à une interdiction totale des minéraux et éléments de terres rares en provenance de Chine si la Chine décidait de serrer la vis.
Et sur ce plan également, la Chine peut augmenter la pression en vendant des bons du Trésor, en mettant en avant ses indicateurs financiers par rapport aux États-Unis. Toutes ces choses sont aussi liées à l'avenir des énergies renouvelables. Donc oui, Donald Trump arrive et dit « Foron, foron, foron ». Mais la réalité, c'est que 86% de la population mondiale, selon certains sondages, reconnaît que le changement climatique est un véritable problème. Et ces minéraux rares sont essentiels dans tous les domaines. Il ne s'agit pas seulement des véhicules électriques. Ils sont indispensables pour la durabilité future et pour les industries que les Européens et les Américains prônent et défendent à travers le monde. À mon avis, la Chine a, dans une très large mesure, fait preuve de retenue dans sa réponse. Mais là où je pense que nous allons trop loin, c'est que nous sous-estimons le fait que même l'élastique le plus souple a un point de rupture. Et la question clé est de savoir jusqu'où les États-Unis peuvent étirer Pékin. Jusqu'où les États-Unis peuvent continuer à s'étendre dans différentes directions, comme je l'ai dit, de Copenhague à Ottawa, de Pékin à Bruxelles, jusqu'au Moyen-Orient, compte tenu du climat et des tensions qui y couvent également. À un certain moment, je pense que la surextension et l'hubris deviendront très difficiles à gérer pour le bien-être des États-Unis. Et la Chine ne souhaite pas cela. Je ne pense pas que la Chine soit prête ou disposée à agir comme les États-Unis le souhaitent ou aspirent à le préserver. La Chine aimerait continuer. Je ne pense pas que Xi Jinping se réveille le matin en pensant à comment déclencher une guerre avec les États-Unis. Il pense plutôt à comment nourrir et assurer la prospérité de 1,4 milliard de personnes. Mais il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir pendant que vous en parliez. Si tu te souviens, Pascal, nous avons commencé avec la guerre des télécoms. La première concernait Huawei. Ensuite, nous sommes passés à la guerre technologique. Maintenant, nous sommes dans une guerre commerciale, une guerre des tarifs douaniers. Puis, nous avons eu la guerre du transit, le canal de Panama. Je veux dire, tu sais, Hutchison Whampoa. Pourquoi est-ce que cela, tu sais, est entre les mains des Chinois, tu sais, d'un côté du canal de Panama? Ensuite, nous sommes passés à la guerre du textile, avec, tu sais, l'affranchissement et la valeur de... Donc, c'est une perpétuation de toutes ces guerres. Assez curieusement, elles commencent toutes par un T. Télécom, technologie, tarifs, trade, commerce, textile. La vraie question, c'est jusqu'où les États-Unis veulent aller sur cette voie. La Chine, j'en suis sûr, ne le souhaite pas. Et quand on regarde le PCC, on pourrait dire qu'il a jusqu'à présent été un acteur relativement bénin sur la scène mondiale. La Chine s'est imposée économiquement comme la deuxième puissance mondiale actuelle, sans coup d'État, sans changement de régime, sans guerre, sans occupation, sans invasion. Et l'une des ironies que je relève dans le dialogue et les discussions autour de l'ascension de la Chine concerne les émissions mondiales. La Chine étant toujours accusée d'être le plus grand émetteur au monde. Je pense qu'il y a là un écart que nous n'avons pas pris en compte, à savoir les émissions liées à la construction et à la production, qui constituent le poids de la Chine. Mais si l'on prend les émissions des États-Unis issues de la construction et de la production, qui sont les deuxièmes plus importantes, et qu'on y ajoute les émissions des États-Unis dues à la destruction et aux guerres, du Vietnam, de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Libye et de l'Amérique latine, et que l'on additionne également ce delta, alors tout à coup, le total des émissions des États-Unis explose littéralement, vous voyez. Ainsi, la Chine a été, à bien des égards, aux yeux de la majorité du Sud global, bien plus bénigne dans l'exercice de sa puissance et dans sa position actuelle. Nous n'allons pas revenir sur la répétition des 850 bases militaires américaines à travers le monde, contre une seule pour la Chine à Djibouti. Mais ce sont des réalités que les gens voient et ressentent.
C'est donc un point sur lequel, à mon avis, il vaut la peine de se concentrer. Oui, mais cela soulève une question que j'ai en tête qui concerne cet argument de John Mearsheimer. Et je respecte Mearsheimer pour de nombreuses raisons. Mais il avance cet argument selon lequel, voyez-vous, la Chine est le seul concurrent de même niveau des États-Unis. La Chine doit être contenue en raison de son rôle structurel, parce qu'au bout du compte, les grandes puissances font ce que font les grandes puissances. Elles maximisent leur sécurité, et la puissance économique devient une puissance militaire. Et les Chinois utiliseront la puissance militaire exactement comme les États-Unis utilisent la leur, afin de façonner le système international selon leur volonté et d'accroître leur sécurité. Votre observation est très pertinente, car les États-Unis, lorsqu'ils sont devenus une grande puissance, ont commencé à se comporter exactement comme l'Empire britannique avant eux, n'est-ce pas? Dominer, essayer de dominer les mers, dominer le commerce, créer une puissance militaire et projeter cette puissance militaire partout. C'est ainsi qu'ils sont devenus puissants, n'est-ce pas? Surtout après la Seconde Guerre mondiale, ils sont devenus tout-puissants. La Chine n'a pas affiché ce schéma, n'est-ce pas? Je me demande simplement dans quelle mesure nous avons des raisons de croire que Mearsheimer, qui a souvent raison mais parfois tort, quelles raisons avons-nous de penser que sa prédiction sur la Chine se réalisera? Ou au contraire, quelles raisons avons-nous de dire non? Non, il néglige, disons, le facteur culturel ou d'autres facteurs sur lesquels vous pourriez vous exprimer. Je suis vraiment content que vous ayez abordé ce sujet, car j'ai également beaucoup de respect pour le professeur Mearsheimer. Mais dans ce cercle d'intellectuels, d'universitaires et d'esprits éclairés, je me situe plutôt du côté des opinions de Jeffrey Sachs et Chas Freeman. Vous voyez, et je pense que c'est là que penche mon inclination. Moi aussi. Je me demande quelles sont tes raisons. Non, j'ai beaucoup de respect pour le professeur Mearsheimer. Mais la question clé ici, c'est que je ne pense pas que la responsabilité incombe à la Chine dans ce dialogue. La responsabilité incombe aux États-Unis. Et les États-Unis peuvent-ils justifier leur présence sans adversaire? Mon argument, c'est que vous savez, depuis la crise financière mondiale jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi, 17 bonnes années, Pascal? Le temps passe si vite. Que vont faire les États-Unis? Se tourner vers l'Inde. Si les prévisions disent que l'Inde va croître à la même vitesse et devenir, vous savez, un formidable concurrent, alors les États-Unis ont besoin d'oxygène pour justifier leur hégémonie. Les États-Unis ont besoin d'un rival de même niveau pour justifier cette domination. Donc, la responsabilité n'incombe pas à la Chine, à mon avis. Les faits parlent d'eux-mêmes. Comme je l'ai dit, il s'agit d'émissions, de guerres, de coups d'État. Vous savez, il faut s'arrêter et se demander comment se fait-il que la Chine, jusqu'à présent, n'ait occupé aucun territoire? Je veux dire, la question la plus controversée concerne simplement le détroit de Taïwan. Avec ce bras de mer, c'est comme un gouffre, traverser l'eau pour aller à Taïwan. Ils ne l'ont pas encore fait. Mais les États-Unis sont intervenus militairement partout dans le monde, dans des confrontations. Donc je pense que cette idée, selon laquelle la Chine deviendrait un rival à égalité, la Chine n'a pas besoin de défier les États-Unis. Les États-Unis sont dans une dynamique d'autodestruction. Vous savez, je pense que le plus important, j'adore cette citation d'Ernest Hemingway, qui dit qu'il y a deux façons de faire faillite, progressivement, puis soudainement. Et je pense que les États-Unis font face à des problèmes budgétaires, mais aussi à une faillite de crédibilité, que ce soit auprès de leurs partenaires et pairs de l'hémisphère occidental ou dans la région Asie-Pacifique et le Sud global. Donc tout ce que la Chine a à faire, c'est de continuer son tai chi, de construire des routes et des ponts
et d'essayer de créer une alternative plus attrayante. Aujourd'hui, BYD est en train de damer le pion à Tesla. Si vous prenez le même modèle et la même approche, Elon Musk a publiquement qualifié leur voiture, excusez-moi l'expression, de bagnole de merde, en parlant de BYD il y a seulement 13 ans. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, qui veut conduire sa voiture, n'est-ce pas? Donc, si la Chine applique la même approche industrielle et la même méthode de perfectionnement à son modèle géopolitique, celui d'une nouvelle architecture mondiale alternative et inclusive, c'est très intéressant. L'ordre international fondé sur des règles peut être perçu de deux manières. Ordre comme dans une injonction, comme dans Jordan, alors que l'initiative pour la sécurité mondiale parle d'initiative, donc c'est inclusif. Et je pense que le vocabulaire compte. C'est très très important. Le langage est l'essence de la façon dont nous nous connectons et communiquons les uns avec les autres. Donc la Chine n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, Pascal, à mon avis. La Chine n'a qu'à s'asseoir et regarder. Je suis d'accord, car il n'y a pas que les États-Unis qui sont en mode autodestruction. C'est aussi le cas de l'Europe. Et à mon avis, la Chine n'a en réalité aucun intérêt à ce qu'ils aillent trop loin dans cette direction, car il y a encore beaucoup de dangers venant d'animaux acculés, n'est-ce pas? Et ce sont des animaux dotés d'armes nucléaires. Donc, vous savez, je me souviens qu'il y a quelques années au Japon, dans les cercles de sécurité, on parlait beaucoup du fait que la Chine suivait une stratégie de cacher sa force et attendre son heure pendant au moins 20 ou 30 ans, mais qu'à partir de 2010, elle avait commencé à adopter une approche plus affirmée. Pensez-vous qu'en réalité, ils continuent de minimiser leurs forces afin de ne pas faire monter l'environnement mondial à un niveau où ils pourraient le faire? Je pense que la question clé ici est la suivante. Quel est l'intérêt de la Chine en ce moment, en termes de prospérité et de continuité? Et je pense que la question essentielle est de savoir ce que la Chine a à offrir au monde. De quoi le monde a-t-il besoin? Et dans quelles conditions et quel climat la Chine peut-elle continuer à fournir ce qu'elle apporte au monde? Une Chine dans un scénario de guerre serait, à mon avis, fortement limitée. Cela ne veut pas dire que la Chine ne peut pas riposter et frapper en tant que puissance nucléaire. Cela ne veut pas dire non plus que la Chine n'a pas les moyens de vraiment créer des difficultés pour l'ordre international fondé sur des règles à Taïwan. Mais la Chine n'a pas besoin de faire preuve de force pour gagner et pour s'imposer dans le cœur et l'esprit des populations d'Amérique latine, du Moyen-Orient ou Asie occidentale, comme je l'appelle, ou de la région Asie-Pacifique. La Chine y parvient grâce à sa stratégie de développement à travers la BRI. Que l'on apprécie ou non la BRI, c'est une autre histoire. Je ne suis pas là pour dire que la BRI est parfaite. Ne vous méprenez pas. Mais il y a une grande différence, vous savez. Aux États-Unis, selon l'Association américaine des ingénieurs, il y a, si je ne me trompe pas, un nombre considérable, environ 1800 ponts, présentant une fatigue structurelle. C'est tout simplement ahurissant, vous ne trouvez pas? Vast number of 1,800 or 180 bridges with structural fatigue. It's just mind-boggling, you know? It's just mind-boggling. C'est tout simplement stupéfiant. Vous savez, juste une chose, le fait qu'il n'y ait pas de train à grande vitesse reliant Ottawa ou l'Université McGill à l'Alberta au Canada ou, je ne sais pas, le Texas à Los Angeles, ce n'est pas le problème de la Chine. C'est un déficit de vision, de déploiement de capitaux et d'engagement envers le développement des infrastructures, tant au niveau national qu'international. Donc si vous allez en Irak aujourd'hui, la Chine développe, comme je l'ai dit, une opportunité dans les énergies renouvelables pour l'Irak. Et les énergies renouvelables sont un sujet sur lequel j'aimerais passer 2 minutes, car elles représentent l'avenir. Et c'est là que, vous savez,
64% selon les dernières données de l'IRENA, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, 64% de l'énergie renouvelable ajoutée dans le monde en 2024 l'a été en Chine. Tenez bon, Pascal. À ce stade, la Chine est de loin le principal moteur de la transition énergétique mondiale. Et pour comparer, les États-Unis, le deuxième plus grand émetteur mondial dont nous avons parlé, n'ont ajouté que 7% de la capacité mondiale en énergie renouvelable. Les États-Unis ne représentent que 9% de la capacité totale mondiale en énergie renouvelable, contre 41% pour la Chine. Le besoin du Sud global pour son développement, sa croissance, son urbanisation, la réduction de la pauvreté, que ce soit au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya, au Chili, au Pérou, en Thaïlande et ailleurs, est de se détacher du pétrole et du gaz, car le coût de ces ressources épuise et accapare leurs devises étrangères, et de passer aux énergies renouvelables. Ainsi, la pertinence de la Chine ne peut que croître d'heure en heure, en poursuivant ce qu'elle fait si bien avec des technologies comme le solaire, l'éolien, probablement l'hydrogène et d'autres encore. Donc la Chine ne cherche pas la confrontation dans un avenir proche, comme le dit le professeur Mearsheimer. La Chine a besoin de stabilité. Les États-Unis, en revanche, pourraient vraiment, comme un vieux soulard dans un bar qui demande encore un verre gratuit, renverser les tables et semer le désordre dans le pub et à l'échelle mondiale. Les autres clients aimeraient simplement boire un verre et discuter de la manière dont ils peuvent poursuivre leur chemin. Peut-on provoquer la Chine, comme le suggère le professeur Mearsheimer? Oui, c'est possible. Et la Chine peut-elle riposter? Oui, elle le peut. Mais la Chine est-elle là pour déraciner systématiquement l'Europe et les États-Unis? Je ne suis absolument pas d'accord. Je ne le pense pas. Du moins, pas de notre vivant. Vous savez, on parle de ce piège et toutes ces choses font de bons slogans et titres pour les groupes de réflexion et les journaux qui circulent. La Chine a besoin de continuité dans le commerce. Mais c'est justement sur ce point que j'aimerais vous interroger. Où voyez-vous les raisons structurelles de ces deux modèles? D'un côté, nous avons une superpuissance bâtisseuse d'infrastructures qui a construit massivement chez elle, puis qui s'est lancée dans la construction d'infrastructures à l'étranger, également de façon massive. De l'autre côté, nous avons les États-Unis, autrefois riches en infrastructures, qui connaissent aujourd'hui une dégradation de leurs infrastructures, qui ne construisent plus, qui ne renouvellent plus du tout leurs infrastructures. Il y a certains secteurs où de nouveaux acteurs disruptifs sont apparus, comme M. Musk. Le fait qu'il ait pu créer un constructeur automobile à partir de rien dans le domaine des véhicules électriques est remarquable. Mais cela correspond à la vision de quelques-uns. Il ne s'agit pas d'un programme national visant à créer une telle infrastructure. J'ai reçu sur cette chaîne des personnes qui m'ont dit « Écoute, Pascal, cela relève de la financiarisation. Les États-Unis ont en quelque sorte aspiré le capital hors du capitalisme ou hors de l'utilisation productive du capital, c'est-à-dire la réinjection. Et tout est allé vers les marchés financiers, où rien n'est produit. C'est juste un casino. Considérez-vous également cela comme un facteur principal expliquant pourquoi la Chine parvient à déployer du capital ou à transformer le capital en infrastructure, alors que les États-Unis n'y parviennent pas? Ou bien, quelles sont les raisons structurelles? Je pense que si l'on regarde aujourd'hui la part des États-Unis dans la production mondiale, elle est de 25%. Donc elle est en déclin. L'autre point, comme vous l'avez justement dit, et comme nous l'avons mentionné au début de notre conversation, c'est que 3 des présidents les plus célébrés des États-Unis étaient avocats. Et ils ont tous créé des instruments, ils ont surfinanciarisé les marchés financiers. Et comme vous l'avez souligné, aujourd'hui, le résultat est une dette publique massive,
massive aux États-Unis, l'excédent commercial de 1100 milliards de dollars de la Chine, ce qui est à nouveau énorme. Et en même temps, si l'on considère le fait que le coût du financement et les intérêts sur la dette des États-Unis ont aspiré tout l'oxygène de la capacité à déployer du capital au niveau de l'État. Parce que l'un est un modèle étatique et l'autre un modèle de marché. Les États-Unis, au niveau de l'État, n'ont pas les moyens de rivaliser avec ce que fait la Chine. C'est décentralisé. Comme vous l'avez justement dit, M. Musk est un immigré sud-africain. Et cela va, à mon avis, se détériorer avec ce qui se passe actuellement dans les universités américaines. Aujourd'hui, un titre du Financial Times indiquait que le Royaume-Uni profite d'un afflux massif d'étudiants américains qui pourraient venir dans les établissements britanniques. Certains iront peut-être à Kyoto, d'autres à Tokyo, d'autres encore au Canada. Donc la question clé est, quelle est la trajectoire à long terme? On ne peut pas simplement créer des instruments financiers. Au bout du compte, ce jeune homme, à vous savez, Mexico ou je ne sais pas, disons Rio de Janeiro, a besoin d'une voiture, d'un réfrigérateur, d'une télévision, d'une autoroute pour pouvoir se déplacer, d'une IRM et d'une échographie pour voir le mouvement de son premier enfant. Et qui fournit cela? À quel niveau de prix? Vous savez, les fluctuations du marché américain au cours des 100 derniers jours ont été liées à Truth Social. Ce n'est pas comme s'il y avait eu une annonce disant que, vous savez, les plus fortes hausses sur le Nasdaq et la bourse de New York étaient dues à un tweet. Ce n'était pas à cause d'une innovation, d'un brevet. It wasn't by an innovation, by a patent. It wasn't a DeepSeek that came and moved the market. Ce n'est pas une technologie des grands fonds marins qui est venue bouleverser le marché. C'est ce qu'a dit le président Trump. Les États-Unis sont devenus ultra dépendants aux instruments financiers. La question clé est de savoir à quelle vitesse les États-Unis peuvent aller en cure de désintoxication et se libérer de cette addiction. Selon moi, ça va être très difficile, très douloureux, avec beaucoup de frissons, and rising, de nombreux chocs pour le corps économique des États-Unis et le tissu social du pays. La question essentielle devient alors, le corps a-t-il la capacité et la force d'absorber ce choc? Quelle est donc l'élasticité à la douleur au niveau socio-économique parmi les Américains? Mais je ne les vois pas vraiment. Je ne les vois pas poser ce diagnostic. Je veux dire, je ne les vois pas comprendre cela. Je n'ai pas entendu assez de gens parler de la nécessité de définanciariser l'économie. C'est tout simplement un terme que je n'ai pas entendu utiliser. Et Donald Trump n'essaie pas de provoquer cela. Il essaie de provoquer de la souffrance à l'étranger pour d'une manière illogique, espérer que cela mène à une réindustrialisation naturelle, mais pas à une définanciarisation. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est aussi là que réside le cœur du problème. Parce que vous savez, rapatrier la production des iPhones et faire en sorte que des millions d'Américains assemblent de minuscules vis sur des iPhones pour créer des emplois, comme l'a dit le secrétaire Lutnick, ce n'est pas la solution pour aider l'Amérique. L'Amérique doit comprendre qu'elle est redevable au monde pour la façon dont elle s'est comportée en faisant ce qu'elle voulait. Et ce modèle ne fonctionne plus, non seulement à cause de la Chine, mais aussi parce que les gens se sont réveillés et ont réalisé qu'il existe un autre fournisseur de biens et de services. Vous savez, il n'y a pas que Ford, Chrysler et General Motors. Il y a aujourd'hui beaucoup d'autres options également. Ce n'est pas seulement, vous savez, Apple. Il y a aussi beaucoup d'autres options. Ce n'est pas seulement ChatGPT. Il y a également de nombreuses autres alternatives. Et à mon avis, le monde dans son ensemble est fatigué de l'hypocrisie. L'hypocrisie et la démocratie riment très bien ensemble.
La question clé est de savoir à quelle vitesse les États-Unis peuvent s'auto-corriger, à quelle vitesse les États-Unis peuvent aller vers ce que j'ai appelé une cure de désintoxication. Et je ne vois malheureusement pas cela se produire de sitôt. Je pense que la dette croissante des États-Unis, le coût du financement de cette dette, qui est aujourd'hui plus élevé, les intérêts que les États-Unis doivent payer sur leur dette, désormais supérieurs à ce qu'ils dépensent pour leur armée, est assez alarmant, à mon humble avis. It's quite alarming in my humble opinion. It is, and I worry about that because it's a source of C'est vrai, a lot of, c'est vrai. Et cela m'inquiète parce que c'est une source de beaucoup d'instabilité. Mais peut-être pour conclure, quelle est la chose que vous gardez le plus à l'œil, que vous surveillez de près dans les prochains mois et années? Qu'est-ce qui va jouer un rôle déterminant dans la façon dont le monde va évoluer? Et puisque vous conseillez aussi des entreprises, n'est-ce pas? Je veux dire, comment? Comment expliquez-vous ce qui compte vraiment et ce qui n'est que du bruit? Sur quoi les entreprises doivent-elles se concentrer lorsqu'elles prennent des décisions d'investissement? Et qu'est-ce qu'elles doivent activement ignorer pour ne pas se tromper sur la direction que prennent les choses? Je pense que pour les multinationales et les conseils d'administration, ainsi que pour les entreprises familiales, vous savez, le rôle des entreprises familiales est toujours négligé, tout comme celui du Mittelstand en Allemagne et à travers l'Europe, ou même dans le Sud global. Nous avons tous une responsabilité collective envers le vivre ensemble. Une des blagues que je fais en ce moment, Pascal, concerne ces deux astronautes qui se sont retrouvés coincés dans l'espace. Autrefois, les Russes devaient envoyer une fusée pour les ramener sur Terre. Cette fois-ci, c'est Elon Musk qui a dû envoyer une fusée SpaceX pour les récupérer parce qu'ils étaient partis pour 2 semaines et se sont retrouvés bloqués. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire récente. Et il y avait là-dedans une lueur d'espoir pour moi, avec tout ce discours sur le fait de vivre sur Mars, de déménager, vous savez, la vie extraplanétaire et tout ça. C'est-à-dire que même les astronautes aimeraient revenir sur la planète Terre. Donc nous devons vivre ensemble. Et je pense que pour les entreprises aussi, nous devons commercer et échanger les uns avec les autres. Et la question clé, où sont les chaînes d'approvisionnement? Qui contrôle les chaînes d'approvisionnement? Qui a investi concrètement dans le développement de ces chaînes d'approvisionnement? Hank Paulson a déclaré publiquement il y a quelques jours que l'accès aux terres rares pour l'IA, pour les énergies renouvelables, pour la durabilité est primordial. Exactement. La Chine a donc payé le prix pour avoir pris en charge certaines de ces industries parmi les plus toxiques, les plus, vous savez, polluantes, en y investissant et en nous en faisant bénéficier. Ainsi, Tesla prospère. Des fusées américaines frappent des cibles dans différentes parties du monde, tout cela reposant sur bon nombre de ces minéraux rares, n'est-ce pas? La question clé est la suivante. Comment pouvons-nous accéder à des chaînes d'approvisionnement durables? Ces chaînes d'approvisionnement seront-elles utilisées pour se tirer dessus et se détruire mutuellement ou pour la prospérité? Pour les conseils d'administration, les chaînes d'approvisionnement sont primordiales et on ne peut nier le rôle que la Chine joue dans nombre de ces réseaux enchevêtrés. La deuxième question est où se trouve la demande? Et par demande, j'entends celle qui reste dynamique et en pleine croissance. La dette automobile, la dette immobilière et la dette étudiante aux États-Unis se chiffrent en milliers de milliards de dollars. Il s'agit donc d'un retour excessif vers une économie financiarisée. Ainsi, la demande se trouve dans le Sud global, dans la majorité mondiale. Si je suis une multinationale, un family office ou une entreprise familiale, je dois prendre conscience que le monde est porteur de changements et que le statu quo ne fonctionnera pas.
Les conseillers traditionnels et les cabinets de conseil, je ne citerai pas de nom, proposent des solutions standardisées et se retrouvent tous les 3 ou 4 ans au cœur d'un scandale ici, d'une controverse là. Il faut donc rechercher des conseils authentiques auprès de personnes qui comprennent les dynamiques de ce nouvel ordre mondial en mutation, de cet ordre mondial émergent, de cet ordre mondial en convergence. Essayez de parler à des personnes qui ne sont pas vos conseillers habituels, des personnes qui ont le doigt sur le pouce de la BRI, des personnes qui suivent de près, vous savez, l'orientation des BRICS. Et pourquoi on parle de la Chine Shanghai, de l'OCS chinoise, vous savez, l'Organisation de coopération de Shanghai? Pourquoi n'est-ce pas l'Organisation de coopération de Manille? Pourquoi n'est-ce pas l'Organisation de coopération de Mumbai? Il y a donc beaucoup à dire sur le nom. Il y a beaucoup de développement. Et j'encourage tout le monde à suivre Neutrality Studies, ainsi que les merveilleuses conversations et les personnalités éminentes que vous invitez dans votre émission. Nous sommes heureux de répondre à toutes les questions et d'écouter, car l'art d'écouter est aussi un art perdu, vous savez. Je pense que nous devons écouter et comprendre comment les Chinois en sont arrivés là où ils sont. J'ai assisté à une conférence il y a quelques semaines, et un monsieur a partagé une citation et une blague très intéressante. C'était de l'humour au second degré. Il a dit qu'en Afrique, quand 24 ingénieurs, consultants et ouvriers chinois arrivent, la question clé est « De combien de lits avez-vous besoin pour une équipe de 24 Chinois ?» Vous connaissez la réponse? 8 lits pour 24 personnes, parce que les 16 autres travaillent en continu, et le lit reste toujours chaud. Donc la réalité, c'est que dans un monde de concurrence, produisons-nous seulement beaucoup d'instruments financiers, ou avons-nous un produit dont nous pouvons sécuriser la chaîne d'approvisionnement, l'accès au marché et à un prix que les gens peuvent se permettre? Sinon, le reste n'est que gros titres, orgueil. Et à mon avis, cela ne correspond pas aux réalités du monde dans lequel nous vivons. C'est toute la question. Je veux dire, de quoi s'agit-il vraiment, la réalité? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est exagéré? Et c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile, notamment dans la sécurité, mais aussi dans le monde des affaires et dans tous ces autres domaines, de distinguer ce que les gens aimeraient voir vrai de ce qui se passe réellement. Donc, ceci étant dit, Ali Borhani, merci beaucoup d'être venu en ligne. Les personnes qui souhaitent en savoir plus sur vous doivent aller où? Ils devraient se rendre sur aliborhani.com. Ils devraient consulter 360 Strategic Advisors. J'espère également pouvoir vous partager le lien vers notre rapport, qui, je l'espère, suscitera de la curiosité, de l'intérêt et des discussions. Les gens peuvent télécharger ce rapport, le lire et comprendre comment la Chine en est arrivée là, ce qui est encore en cours et vers où elle se dirige. Tout sera indiqué dans la description ci-dessous. Ali Borhani, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Arigato, et j'espère te voir bientôt, Pascal.